Les balados de la CSN. Pour cet épisode, Caroline Senneville, vice-présidente de la CSN, rencontre Marc-André Lévesque, médiateur au Musée McCourt. Bonjour Marc-André. La première chose que j'ai envie de te demander, c'est pourquoi médiateur? Il me semble qu'on entend guide de musée ou surveillant de musée, mais qu'est-ce qu'il y a avec le titre médiateur? Mais c'est ça, en fait, c'est que longtemps, et même moi encore, dans mon cœur de rocker, je vais dire guide de musée, mais en fait, c'est médiateur, mais c'est proche de surveillant de musée, par exemple, parce que la moitié de nos heures, on est proche de la sécurité, mais on fait quand même la médiation en salle, c'est-à-dire que on surveille, on s'arrange qu'il n'y ait personne qui amène de la nourriture dans les expos, ou qui touche les objets, ou qui touche les vitres, ou que leur sac à dos est devant, par exemple. Donc ça relève plus de la sécurité, mais en même temps, médiateur, médiatrice, c'est qu'on va se placer quelque part entre les gens qui visitent le musée et les collections. Entre les visiteurs, visiteuses et les collections, les expos, les trames, les thématiques. Donc, c'est vraiment de faire la médiation. Donc, c'est une mission qui est pédagogique. Mon département, c'est l'action éducative. Donc, c'est d'agir comme un pont entre les gens et les collections, entre les gens et les objets, entre les gens et l'histoire, en fait. Ça veut dire qu'il faut que tu connaisses bien le musée, il faut que tu adhères à la mission, il faut que tu te mettes à jour parce que les expositions, il y en a qui sont permanentes, il y en a qui ne le sont pas. Est-ce que ça demande, quand vous êtes recruté, est-ce que vous avez une formation? Puis comment on fait pour être toujours branché puis pouvoir bien jouer son rôle médiateur? On veut transmettre une passion, de la littérature, une passion de l'histoire, une passion du sujet ou de l'objet ou des collections, ou donc créer une sorte d'effervescence avec le public. Et ça, on le fait, il faut être capable de s'émerveiller nous-mêmes comme guide, tu sais, il y a ça aussi. Je veux dire, une exposition qui ouvre et qui m'émerveille pas, ça va être longtemps, tu sais. Si elle est une permanente, mais ça peut être plusieurs années quand même. Donc, comment on est formé? En fait, on a une formation en moyenne, je dirais, à chaque mois. Une formation de 3 heures qui est payée. On a aussi, à chaque nouvelle expo, quelques semaines avant l'exposition, on a des documents de recherche qui ont été préparés par le musée, par l'action éducative. Donc, nous, on va lire ces affaires-là. On va lire les scénarios. Souvent, on va avoir des scénarios adaptés pour différents publics. Par exemple, un groupe de CPE ou des apprenants du français qui sont issus de l'immigration, par exemple, mais c'est pas la même visite exactement. Tu sais, c'est certainement pas la même visite, eux autres, qu'un groupe d'universitaires anglophones de McGill, par exemple, qui vont venir. Faut s'ajuster. Faut s'ajuster. Fait que, tu sais, on a habituellement autant de scénarios que possible, mais aussi, ça demande une certaine adaptation de la part des guides. Ce qui est le fun avec guide, c'est qu'on a pas dire médiateur, médiatrice. Guide, il va pour tout le monde. Et c'est plus court. Mec, j'aime beaucoup le mot guide. Les visites express, par exemple, pendant qu'on fait de la médiation en salle, moi, je vais suivre celle de mes collègues une fois de temps en temps. Et les autres vont suivre les miennes parce qu'on s'échange des trucs. Comme ça, on fait de la recherche. On est toujours curieuse à essayer d'approfondir nos connaissances. Et plus on en sait, plus on veut en savoir. Et souvent, c'est le public qui va participer aussi. Et ça donne des partages de mémoire où des gens qui ne se connaissent pas vont enrichir l'un et l'autre et l'une et l'autre leur visite, tu sais. Moi, je traduirais pour donner le goût aux gens d'aller au musée. L'histoire sociale, ça veut dire l'histoire du monde. Oui. Du monde ordinaire, comment ils vivaient leur vie. Puis c'est vrai que la collection est particulièrement riche là, sur ce plan-là. Sur plusieurs siècles et de tout le Canada. Moi, j'ai découvert des choses que je ne savais pas qui avaient été faites au Canada. Mais oui. Donc, nous autres, on avait une laveuse à linge du début 20e siècle, une espèce de grosse machine vraiment clunky, là, que tu vois la crinque, puis tu te dis « Wow, man, les gens passaient leur journée à travailler là-dessus pour laver le linge, puis ça faisait du bruit, j'imagine. Puis là, tu l'expliques aux enfants, puis les enfants, ils ont les yeux grands de même, tu sais, c'est extraordinaire. Puis on a plein d'objets de même, puis c'est ça, c'est ce que, tu sais, on dirait que ma copine est historienne, puis elle se concentre vraiment, vraiment plus sur l'histoire sociale, évidemment. C'est ça qui la passionne, puis on dirait que
depuis des années, moi, avant de la rencontrer, je disais musée d'histoire sociale, mais je n'avais pas conscience pleinement de ce que ça voulait dire. Puis c'est exactement ça, c'est l'histoire des gens, l'histoire du monde, l'histoire de comment on vit, tu sais, où tu expliques les différentes classes sociales, tu expliques l'industrialisation de Montréal. L'industrialisation, on l'explique en montrant une boîte pour faire des cigares que les enfants utilisaient quand ils travaillaient dans les usines, par exemple, parce qu'il y avait des petites mains. Puis là, tu expliques ça à des enfants qui, eux autres mêmes, ont des petites mains. Puis tu te dis, imagine, tu travailles dans une usine de très tôt le matin à très tard le soir. Puis pourquoi ils vont pas à l'école? C'est dans le temps que c'est comme ça que ça marchait, tu sais. C'est comme ça qu'on vit à l'époque. Fait que là, les enfants, c'est ça qui est le fun. Pas juste les enfants, je dis les enfants parce que c'est avec eux autres que je fais le plus de visites. C'est avec eux autres que j'ai le plus de facilité. J'ai fait le camp de jour au musée, j'ai coordonné le camp de jour aussi. Donc, tu sais, les enfants de CPE, là, tu leur expliques un jouet du 19e siècle, ils trouvent ça bizarre, puis ils disent « Wow, c'est vrai, j'en ai pas un cheval de bois, moi, j'ai pas de jouet en métal, j'ai pas de train en métal. » Ils n'ont pas des trains, les enfants, aujourd'hui, mais là, 50 ans, tu demandes à un enfant de 6 ans qu'est-ce qu'il veut pour Noël, il va te dire un train, ou un camion de pompier. Ou un camion de pompier. Aujourd'hui, ils n'ont pas de camion, ils ont d'autres choses. C'est juste, tu vois, l'histoire des jouets, l'histoire de comment les jouets sont faits. Tu sais, là, il y a un retour aux jouets plus en métal ou en bois ou pas en plastique. Mais pendant 40 ans, c'était du plastique. Là, c'est intéressant. Les enfants, ils reconnaissent ça. Ils savent que leurs jouets sont pas les mêmes que les jouets de leurs grands-parents. Puis ils ont peut-être déjà joué avec les jouets des grands-parents quelque part, tu sais. Moi, ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est que si tu dis musée à quelqu'un, les gens ont l'impression que c'est des salles silencieuses, que justement, les agents de sécurité vont être là, chut, puis que t'oses pas parler. Alors que finalement, un musée, en tout cas, à tout le moins, le musée Mécorde, Oui. c'est un musée qui est vivant, c'est un musée qui est dans le dialogue, c'est un musée qui accueille des enfants, des immigrants, etc. Donc, finalement, si on va avoir du fun un après-midi, c'est au musée qu'il faut aller. Ben c'est ça. Puis on dirait que ça va pas de soi, mais c'est là les plus belles surprises. C'est quand on se dit, je sais pas, le musée, ça va être... le musée, on le connaît parce le musée comme endroit dans une ville, là, on le connaît parce qu'on y va avec l'école. On y va, il y a souvent un rapport pédagogique. Puis oui, on apprend des choses. Puis quand je demande aux gens, les gens, n'importe quel groupe visite, mais on commence, on les rassemble là, dans l'entrée en avant du gros mât totémique. Puis là, on voit leurs yeux, on les explique un peu c'est quoi. Puis là, on commence. Première chose qu'on dit, on dit bonjour, vous êtes tel groupe, oui, vous êtes à bonne place, excellent. C'est quoi un musée? Puis les enfants sont dude, je sais pas, man, c'est quoi un musée? Puis là, il y en a une qui se risque, elle lève la main, elle dit, c'est un endroit où on apprend des choses. Là, tu dis, OK, oui. C'est pas ça, tu sais. Mais c'est pas une école non plus. Est-ce que c'est comme une école? Puis les enfants sont comme, non, c'est pas une école. Puis tu sais, jusqu'à là, 2 ans, mettons, moi, j'étais bien correct. Moi, je voulais qu'ils agissent au musée comme ils agissaient à l'école. Puis quelqu'un passait, m'a dit, non, tu sais, c'est pas une école. Je fais, man, c'est vrai. On peut apprendre à plein d'endroits. On peut apprendre à plein d'endroits, on peut apprendre de toutes sortes de façons. Et c'est un endroit d'échange. Et c'est là où, de guide à médiateur, c'est là où ça change. Parce que le guide va guider, le guide va avoir... Puis c'est facile de faire ça, là. Pas que c'est facile, là, mais c'est plus facile d'être guide que médiateur. Parce que le médiateur va engager un dialogue et c'est comme les nouvelles approches en enseignement, par exemple, dernièrement. Ça, c'est beaucoup moins magistral, dernièrement, depuis les années 90, là, mais c'est beaucoup moins magistral une personne parle de façon autoritaire avec une posture de maître pendant que les autres écoutent puis prennent des notes puis ils veulent pas trop déranger le fil des choses. Alors que là, comment on enseigne, comment on donne les visites aujourd'hui, mais c'est beaucoup plus dans le gérer une conversation, comme on gérait une montgolfière, par exemple. T'sais, que toutes les idées vont de même, peut-être de rapatrier tout ça, que ça soit pas trop coité, puis en même temps que tout le monde se sente à l'aise de dire ce qu'ils veulent, puis d'avoir leurs interventions, de poser des questions, parce que c'est ça qui l'amène plus loin. Que ça lève. Oui, une contemplation, mais aussi une discussion autour des enjeux, parce que veux pas, on avait l'exposition de Kent Monkman jusqu'à tout récemment. L'artiste contemporain Cree, donc c'est un autochtone du Manitoba, qui travaille beaucoup à déconstruire les codes historiques puis les récits, puis il parle beaucoup de la colonisation, puis il parle beaucoup de vérité, réconciliation, tout ça, mais aussi comment, avec la Confédération, ça a ouvert la porte aux pensionnats, et donc il parle des pensionnats, il parle des violences coloniales, et
c'est vraiment fort, c'est vraiment intéressant, mais des gens qui ne savaient pas pour les pensionnats, ça ouvre un dialogue. Ça ouvre une porte à dire à des gens qui ont 3 fois mon âge ou 2 fois mon âge, dire, ben, majorité de ta vie, il y a eu ça, tu sais. Jusqu'en 96, 1996. Ça aide même à comprendre l'actualité. Ben oui, à comprendre. Ben oui, ça aide à comprendre l'actualité, ça aide à comprendre les traumas intergénérationnels. Que quand tu l'as pas vécu avec ta famille, ou même si on n'en parlait pas aux nouvelles, ben là, tu n'entends pas aux nouvelles, puis ça reste un peu abstrait, alors que dans une exposition, mes manquements, on y en parle de façon directe. Est-ce que c'est surtout des étudiants qui travaillent au musée? Est-ce que c'est beaucoup de travail à temps partiel? Comment vous gérez ça? Oui, mais c'est temps partiel pas mal parce qu'il faut se dire, les visites, ben, le format d'avoir des visites, ben, c'est pas... ça se prête pas à un horaire 9 à 5 vraiment stable, tu sais, au sens où on est peut-être... Faut avoir... on est, je sais pas moi, peut-être une dizaine de guides, de médiateurs, médiatrices. Je me trompe encore aujourd'hui, mais comment ça marche, c'est qu'on est on est tous à temps partiel, personne ne fait du temps plein. Il y en a qui font plus d'heures que d'autres. Ceux qui sont aux études, par exemple, vont faire moins d'heures. Je pense que la moitié ou le tiers sont aux études. Les autres ont fini leurs études, mais font d'autres affaires à côté. Il y en a une qui fait de la scéno, il y en a une autre qui est un artiste. Moi, j'écris, par exemple, mais je vais aussi enseigner au cégep éventuellement. Fait que je fais du tutorat dans un collège. Je veux faire de la suppléance, je veux retourner aux études peut-être aussi. Fait que ça se prête vraiment bien à ça parce que c'est vraiment flexible. Je fais pas de 9 à 5, sauf les étés où j'étais au camp de jour, par exemple, où là, c'est un horaire fixe à temps plein. J'aimerais ça, Marc-André, que tu me racontes une anecdote, quelque chose de particulier que tu as vécu dans ton musée. Par exemple, je leur dis, j'avais inventé une histoire comme quoi les mannequins dans l'exposition, c'est pas des personnes, c'est des robots à qui on a prêté les vêtements pour les montrer aux gens. T'sais. Puis là, le petit gars, il lève la main puis il dit « Ouais, mais là, bottes de cow-boy, ça c'est mon nom de camp. Ouais, mais là, bottes de cow-boy, les robots, là, c'est des personnes. C'est des personnes électriques. » Là, je fais « Intéressant, oui. » On peut voir des choses ainsi, parce qu'un enfant, pour lui, ça se peut. Là, Puis là, je fais, ben oui, les robots, c'est quelque chose comme des personnes électriques. Oui. Puis lui, il comprend pas toutes les dimensions de ce qui avance, puis en même temps, peut-être qu'il comprend, tu sais. Parce que ça a la forme de quelqu'un. Un robot, dans les films, il va parler, il va serrer des mains, il va interagir avec tout le monde. Fait qu'il y a ça que je trouvais drôle comme anecdote, tu sais. Mais non, mes plus beaux moments, en fait, c'est l'émerveillement des enfants que tu leur dis quelque chose, puis c'est le « wow ». Tu sais que ça va... Tu sais, un amotier, par exemple, un amotier d'une maman, là, que c'est un parka qui est porté dans le Nord, qui a une poche pour le bébé en arrière. Mais tu le vois pas en avant. Je les amène en avant, je lui parle sur un amotier de maman, tout ça. Puis là, je lui dis, il y a une poche pour le bébé en arrière. Puis là, les enfants sont comme... De quoi tu parles? Elle dit, non, viens voir. Puis là, j'amène tout le groupe en arrière, on regarde, ben oui, il y a effectivement une poche. Puis là, je leur montre, on a un toutou qui porte un amotier, regarde, ça fonctionne comme ça, le bébé rentre à telle place, ça fonctionne de même. Là, ils n'en reviennent pas, c'est incroyable. Ah, ça, puis les visites extérieures aussi, j'ai oublié de le mentionner, on fait beaucoup de visites extérieures, et ça, c'est vraiment cool. Parce qu'on montre l'histoire des bâtiments, l'histoire du quartier, Et là, des gens qui habitent dans le quartier ou passent toujours par là ou qui se promènent toujours sur le terrain de McGill, par exemple, ben, tu leur expliques l'histoire de tel ou tel bâtiment, puis de... Dawson, le directeur de l'école, habitait dans l'école, puis il aimait pas ça parce que le plafond coulait puis il y avait des rats, selon ce qu'on m'a raconté. Puis il y a toujours plein de légendes, et ça, je le dis, ça, c'est une légende, c'est peut-être pas vrai, les enfants, mais c'est quand même cool comme histoire, fait que je vais vous le conter pareil. Puis là, ils sont comme « Oh, wow, c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai, c'est pas grave, l'histoire est le fun. » Puis ça, ils le cernent tout de suite, tu sais. Marc-André, tu m'as parlé beaucoup de ton musée, mais j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de ton syndicat parce que ça doit quand même être spécial, un syndicat où la majorité sont à temps partiel, où il y a quand même du roulement. Oui. Alors, comment, peut-être qu'il y a des choses un peu spéciales qu'on négocie quand on est dans un type de syndicat comme ça. Une chose qu'on a négociée, c'est d'avoir un minimum de 12 heures semaine.
Comme ça, ben, le 12 heures plus avec le taux horaire, ben, 12 heures, on est correct pour vivre, mais habituellement, on a plus que ça, tu sais. Puis ça fait un minimum, tu sais à quoi t'attendre, tu sais que tu descendras pas en bas de. Non, c'est ça. Ça c'est t'aide ça. à faire ton budget, mettons. Ben oui, oui. Puis c'est beaucoup moins. Alors que avec le format visite, ben ça a le potentiel d'être vraiment précaire, tu sais, comme travail. Mais vu qu'on a mis un seuil, ben on peut déjà dormir tranquille puis être correct. Puis je dis, ben au pire, j'aurai juste 12 heures, puis ça, c'est assez quand même, tu sais. Donc ça, puis aussi, ben, vu que c'est temps partiel, ben, on a tout un autre travail à côté. Pas tout, mais une bonne partie. Moi, par exemple, je suis tuteur dans un collège, comme je disais. Ben ça, on se le permet. Puis vu que c'est temps partiel, ben, on se permet ça, puis on essaie d'être quand même le plus disponible possible. C'est une autre affaire qu'on négocie. Donc, vu que tout le monde est à temps partiel, ben... un peu de conciliation travail-études. Oui, il y a de conciliation travail-études, travail-famille. Je suis guide de musée, c'est juste ça, c'est drôle comme titre de métier. Donc, pour moi, c'est comme être facteur, c'est comme être pompier, c'est comme un métier très typé que tu te dis, on a une image très fixe de ça. Puis en même temps, mais quand c'est ton quotidien, c'est pas vraiment fixe du tout, puis c'est plus complexe, puis c'est vraiment... Il y a toutes sortes de sources d'émerveillement différentes, tu sais. Je suis bien contente de t'avoir rencontré. Bien content de t'avoir Marc-André. rencontré aussi, Caroline. Puis bonne chance dans ta médiation. Merci, bonne chance dans tous tes autres projets. Oui. Puis j'espère que tant que tu le souhaiteras, tu vas garder un pied au Musée McCord parce que je suis sûre que passionné et émerveillé comme tu l'es, tu transmets tout ça aux gens qui le visitent et ils sont bien chanceux. Ah, mais je l'aime, mon musée, par exemple. Ça, à chaque fois que les gens arrivent, je dis « bienvenue dans mon musée ». Puis là, je dis « c'est pas vraiment mon musée, là, il m'appartient pas, mais... les gens comprennent, mais je l'aime beaucoup. C'est vraiment un musée qui est le fun. Puis c'est le fun d'être guide. Tu sais, c'est le fun d'être guide de musée, c'est le fun d'être médiateur, c'est le fun de toujours avoir des nouvelles expos puis des nouveaux échanges à avoir. Fait que... Puis c'est le musée du monde aussi. Tu dis c'est mon musée parce que j'y travaille, mais c'est le musée des gens de la ville. C'est ça, c'est le musée de la ville. Puis donc, comme Montréalais, Montréalaise, absolument. aller faire un tour. L'histoire de Montréal, j'en avais à l'exposition Shalom l'été passé sur les communautés juives à Montréal, comment il y a des échanges qui se font avec un gros paquet d'autres communautés. Fait que c'est vraiment, c'est ça l'esprit du musée, je pense. Mais c'est un esprit qui est toujours changeant, avec les nouvelles expos, avec les nouvelles affaires, expos jouets, expositions de mode, c'est super vaste, mais en même temps, le cœur est là, le cœur reste le même, puis c'est un musée montréalais, tu sais. Donc, c'est ça que j'aime. Un musée montréalais de l'histoire du monde. De l'histoire, c'est ça, de l'histoire des gens, de Montréal. Oui. Voilà qui est juste. Ben merci. Ben là, merci à toi.